L'océan Pacifique s'étend sur près d'un tiers de la surface de la Terre, dans toutes les directions. Une étendue d'eau bleue court jusqu'à l'horizon et au-delà, couvrant 64 millions de miles carrés, parsemés de milliers d'îles, dont la plupart sont à peine assez grandes pour apparaître sur une carte. Au milieu de l'année 1942, le Japon contrôlait presque toutes ces îles. Son empire s'étendait de la côte de la Chine aux atolls reculés du Pacifique central, défendu par des centaines de milliers de soldats en garnison sur des îles transformées en forteresses. Les lignes d'approvisionnement rayonnaient vers l'extérieur, comme les rayons d'une roue, acheminant le pétrole des Indes néerlandaises, le caoutchouc de Nouvelle-Guinée et les matières premières de toute l'Asie du Sud-Est vers les îles japonaises. C'était l'un des plus grands empires que le monde ait jamais connu, et l'Amérique n'avait jamais entrepris quoi que ce soit de comparable à ce qu'elle s'apprêtait à tenter. Les chefs d'état-major interarmés à Washington étudièrent les cartes et comprirent l'ampleur du problème. Il n'y avait pas de front unique sur lequel avancer, pas de continent à envahir en ligne droite. L'ennemi était partout et nulle part, dispersé à travers un océan si vaste que les distances entre les objectifs ne se mesuraient pas en miles, mais en jours de navigation. Des flottes pouvaient disparaître dans cette immensité, des armées entières pouvaient y être englouties, et pourtant, les chefs estimaient qu'il n'y avait pas d'alternative. Si le Japon devait être vaincu, son empire devrait être démantelé île par île. Cette stratégie serait connue sous le nom de « saut d'île en île » et elle exigerait de l'armée américaine plus que tout ce qu'elle avait jamais entrepris. Le plan était audacieux dans sa simplicité et terrifiant dans ses implications. Plutôt que de tenter de reprendre chaque île tenue par le Japon, les forces américaines passeraient d'une position stratégique à une autre, s'emparant d'aérodromes et de ports capables de soutenir l'étape suivante, tout en contournant et en isolant les garnisons ennemies qui ne représentaient plus une menace directe. Chaque île conquise rapprocherait les bombardiers américains de Tokyo. Chaque ligne d'approvisionnement coupée priverait la machine de guerre japonaise des ressources nécessaires à sa survie. Ce serait une guerre de logistique et d'attrition menée sur des distances qui dépassaient l'imagination, contre un ennemi dont les soldats étaient prêts à mourir jusqu'au dernier plutôt que d'accepter la honte de la reddition. Pour exécuter cette stratégie, les chefs divisèrent le Pacifique en deux théâtres d'opération. L'amiral Chester Nimitz, commandant en chef de la flotte des États-Unis, mènerait l'assaut à travers le Pacifique central, s'emparant des bases japonaises clés le long des archipels des Gilbert, Marshall et Marianne. Le général Douglas MacArthur, commandant suprême des forces alliées dans le Pacifique sud-ouest, progresserait vers le nord, à travers la Nouvelle-Guinée et les îles Salomon, repoussant la limite sud de l'anneau défensif du Japon. Deux axes, deux commandants, un objectif commun, la destruction de l'Empire japonais. Mais avant que l'un ou l'autre ne puisse avancer d'un seul mille, ils avaient besoin d'une tête de pont, d'un point de départ. Et pour MacArthur, la fortune en avait déjà fourni un. Les Japonais avaient envahi la Nouvelle-Guinée en mars 1942 avec l'intention de s'emparer de toute l'île et de l'utiliser comme tremplin pour une expansion plus au sud, mais ils s'étaient heurtés aux forces australiennes, des troupes aguerries qui, avec l'aide des Papous autochtones, avaient repoussé les forces des mers du sud du Japon avec une férocité qui prit les envahisseurs au dépourvu. Les Australiens avaient tenu une base importante à Port Moresby, sur la côte sud de l'île. Ce n'était pas un endroit prestigieux, mais un avant-poste humide, infesté de moustiques, perché aux confins de l'une des jungles les plus éprouvantes de la planète. Pourtant, c'était une base, et elle donnerait aux Américains la plateforme à partir de laquelle lancer la campagne militaire la plus éprouvante de l'histoire de leur nation. Le défi auquel étaient confrontés les deux commandants n'était pas simplement militaire, il était psychologique. L'Amérique de 1942 était une nation encore sous le choc de Pearl Harbor, encore en train de digérer l'attaque subie sur son propre sol. Les Philippines étaient tombées, Wake Island était tombé. Les Japonais semblaient inarrêtables. Leurs soldats paraissaient surhumains dans leur volonté de combattre et de mourir. Le moral à l'arrière était fragile. Le public américain avait besoin d'une victoire, non seulement d'un gain stratégique sur une carte, mais d'une démonstration réelle et tangible que la tendance pouvait être inversée. La campagne de saut d'île en île devait apporter cette victoire, et elle devait le faire rapidement avant que la détermination de la nation ne commence à se fissurer sous le poids d'une guerre menée sur deux fronts, à travers deux océans, contre des ennemis qui semblaient se renforcer chaque mois. La première cible de MacArthur se trouvait à l'extrémité inférieure de l'anneau défensif japonais, une petite île à la pointe sud de la chaîne des îles Salomon. La plupart des Américains n'en avaient jamais entendu parler. Elle s'appelait Guadalcanal, et ce qui s'y produisit allait donner le ton pour tout ce qui suivrait. L'offensive s'ouvrit comme la plupart des engagements dans le Pacifique commenceraient, avec une puissance de feu écrasante venue de la mer. Les navires de guerre américains prirent position au large et commencèrent à pilonner les positions japonaises sur Guadalcanal,
avec tout ce dont ils disposaient. Des bombardiers F-17 du 26 escadron se joignirent à l'assaut, déversant la destruction pendant 7 jours consécutifs. L'île trembla sous le bombardement, les arbres furent réduits en éclats, les bunkers s'effondrèrent dans la boue, le bruit était constant, implacable, un martèlement d'explosions que l'on pouvait entendre à des kilomètres à la ronde, au-delà de l'eau. Ce n'est que lorsque les défenses du Japon eurent été suffisamment affaiblies que MacArthur donna l'ordre du premier assaut terrestre. Les Marines des États-Unis allaient entrer pour la toute première fois dans un combat amphibie. Tout était inédit, la doctrine, le timing, les péniches de débarquement, la coordination entre les tirs navals et les hommes à pied. Leur seul avantage était la météo, puis les rampes s'abaissèrent, et vague après vague, les marines se déversèrent sur le rivage. Durant ces premières minutes, tout se déroula comme prévu. La garnison japonaise riposta avec une férocité stupéfiante. En progressant sur la plage, les marines se heurtèrent de plein fouet à un mur de résistance qui en prit beaucoup au dépourvu. Ce n'étaient pas des soldats qui combattaient puis se repliaient, ils combattaient et mouraient sur place. Le Huné et le 11e corps des Marines amenèrent des obusiers et pilonnèrent les défenses ennemies à courte portée. Cela ne suffisait pas. Ils furent contraints de réduire encore la distance, jusqu'à des combats à portée où l'on pouvait voir le blanc des yeux, où la guerre devenait quelque chose de primal, terrifiant. Et là, dans la fumée et le chaos de ces premiers affrontements, les Américains découvrirent quelque chose qui définirait chaque bataille du Pacifique à partir de ce moment-là. En quelques heures, 10 000 soldats américains avaient atteint la terre, surpassant l'ennemi à 5 contre 1, tandis que de lourdes pièces d'artillerie étaient débarquées et que des chars descendaient des péniches. La confiance de MacArthur grandit, convaincu qu'il avait surclassé et submergé les Japonais. La garnison japonaise, forte de 2000 hommes, fut effectivement écrasée avant 8 heures ce soir-là. Après seulement 14 heures de combat, les troupes américaines avaient sécurisé leur objectif principal, une piste d'aviation sur le côté nord de l'île. C'était un atout vital. MacArthur disposait désormais d'une base aérienne à partir de laquelle projeter sa puissance plus profondément dans l'empire insulaire du Japon. Mais son contrôle de Guadalcanal était loin d'être assuré, et les Japonais n'avaient aucune intention de l'abandonner sans combattre. 12 jours plus tard, le Japon lança une contre-attaque. Une vague de 1000 soldats venus de leur bastion insulaire voisin de Rabaul débarqua sur Guadalcanal à la faveur de l'obscurité, se faufilant dans la jungle pour frapper les positions américaines là où elles étaient les plus faibles. Les Marines tinrent bon. Les combats furent d'une violence extrême, souvent au corps à corps, et lorsqu'ils prirent fin, presque tous les assaillants japonais gisaient morts. Mais cela n'avait pas d'importance. Ils continuaient d'affluer. Vague après vague, des renforts japonais se déversaient sur l'île, acheminés depuis Rabaul et au-delà. Ce qui avait été une victoire rapide et décisive se transformait en une lutte d'usure brutale que ni l'un ni l'autre camp n'avait anticipé. Les combats se poursuivirent pendant 6 mois agonisants, 6 mois de guerre dans la jungle et de chaleur étouffante, d'embuscades à l'aube et de raids nocturnes dans l'obscurité totale, de maladies tropicales et de ravitaillements qui s'amenuisaient. 6 mois, durant lesquels des hommes s'entretuaient pour un bout de terre dont la plupart n'avaient jamais entendu parler auparavant. La guerre commença en mer et la lutte y fut tout aussi acharnée. Les eaux autour de Guadalcanal devinrent tellement encombrées d'épaves des deux marines que les marins donnèrent un nom à ce passage, le détroit d'Iron Bottom Sound. Le contrôle des mers basculait d'un camp à l'autre, et avec lui, la capacité de renforcer et de ravitailler les hommes combattants à terre. Pourtant, la bataille faisait toujours rage, semaine après semaine épuisante. Ce ne fut que le 7 février 1943 que les dernières forces japonaises furent évacuées de Guadalcanal. Le coup de la prise de cette minuscule île stupéfia l'opinion publique américaine. 7100. Des vies américaines avaient été perdues. Les pertes japonaises étaient stupéfiantes. 24 000 morts. Guadalcanal fut une victoire, oui, la première victoire terrestre offensive américaine contre les Japonais et une victoire stratégiquement cruciale. L'aérodrome sécurisé, rebaptisé Henderson Field, donna à MacArthur un porte-avions insubmersible à partir duquel projeter sa puissance plus profondément dans l'empire japonais. Il offrit le point d'appui à partir duquel serait lancée toute la campagne de saut d'île en île. Mais Guadalcanal fut aussi un sombre présage, un avant-goût de la guerre d'attrition qui allait suivre sur chaque île, chaque atoll, chaque lambeau de terre étouffé par la jungle entre les Salomon et Tokyo. Avec Guadalcanal sous contrôle américain, les chefs d'état-major interarmés pouvaient désormais se tourner vers la phase suivante de la stratégie, couper le Japon de ses sources de ressources naturelles. Et la clé de cet objectif était un seul nom qui figurait sur chaque carte de bataille du théâtre du Pacifique, Rabaul. Rabaul, sur l'île de Nouvelle-Bretagne, était le cœur battant des opérations japonaises dans le Pacifique Sud. Depuis cette base lourdement fortifiée, les Japonais assuraient le soutien aérien et naval aux routes d'approvisionnement qui maintenaient leur empire en vie. Des chasseurs décollaient de ces aérodromes, des navires de guerre quittaient son port.
Plus de 100 000 soldats y étaient en garnison, retranchés dans des positions qui avaient été renforcées pendant des mois. Selon la doctrine dominante, il aurait fallu s'en emparer par un assaut direct, une perspective qui faisait hésiter même les commandants américains les plus agressifs. MacArthur avait une idée différente. Il n'avait pas l'intention de prendre Rabaul. Il entendait l'isoler, l'encercler, la couper des renforts et du ravitaillement, et la laisser dépérir sur pied. Une garnison de 100 000 hommes, aussi déterminée soit-elle, ne représente aucune menace si elle n'a ni nourriture, ni carburant, ni munitions, et aucun moyen de projeter sa puissance au-delà de son propre périmètre. C'était une stratégie qui sauverait des milliers de vies américaines si elle fonctionnait. L'opération s'appelait Cartwheel, et elle était élégante dans sa conception. MacArthur planifia une manœuvre classique en tenaille. Il dirigerait lui-même le bras occidental, avançant depuis Port Moresby le long de la côte nord de la Nouvelle-Guinée occupée par les Japonais. Le bras oriental, commandé par l'agressif et haut en couleur amiral William Bull Halsey, partirait de Guadalcanal et progresserait vers le nord, à travers les îles Salomon contrôlées par les Japonais. Lorsque les deux bras convergeraient, la marine des États-Unis achèverait l'encerclement. Rabaul serait étouffée jusqu'à devenir insignifiante, comme Guadalcanal. L'opération Cartwheel commença par d'intenses bombardements aériens et des tirs navals. Puis, les unités de marine et de l'armée frappèrent les plages. Cette fois, les Japonais étaient prêts. Ils déclenchèrent un feu nourri de mortiers qui laboura le sable en gerbes d'éclats et de corail. Des tirs de snipers claquaient dans l'air humide depuis des positions impossibles à repérer avant qu'il ne soit trop tard. Des mitrailleuses balayaient la ligne d'eau en arc de feu croisé, et à mesure que les forces américaines progressaient vers l'intérieur, la résistance ne fit que s'intensifier. Les Japonais étaient solidement retranchés, dissimulés dans un réseau de casemates, de grottes naturelles et de bunkers souterrains préparés précisément pour ce type d'assaut. Les en délogés exigeaient des soldats qu'ils s'approchent à des distances quasi suicidaires, assez prêts pour lancer des grenades dans les embrasures de tir, assez prêts pour utiliser des lance-flammes contre des positions que les fusils ne pouvaient atteindre. La chaleur des lance-flammes était si intense que des hommes à 6 mètres pouvaient la sentir sur leur peau, et pourtant les soldats japonais restaient fidèles à leur code. Plutôt que de se rendre, ils lançaient des charges suicides, se ruant tête baissée sur les lignes américaines en criant « Banzai », un son qui entrait les rêves de chaque marine ayant combattu dans le Pacifique. Mais à mesure que les semaines et les mois de combat s'enlisaient, les troupes américaines découvrirent qu'elles affrontaient plus que les Japonais. La jungle elle-même était un ennemi tout aussi dangereux. Le terrain regorgeait de maladies. Les soldats étaient victimes de la dysenterie qui les pliait en deux de douleur. Le typhus des broussailles provoquait des fièvres qui embrasaient le corps comme un incendie. Pire encore, il y avait le paludisme, le tueur invisible qui frappait sans prévenir, réduisant des hommes robustes à des loques tremblantes. Il fallut 9 mois sanglants de conflits continus. Mais finalement, les deux pinces de l'opération Cartwheel se refermèrent sur Rabaul comme un étau. Les pertes américaines se chiffrèrent à des dizaines de milliers. Celles du Japon furent stupéfiantes, au-delà de toute compréhension. Plus de 150 000 morts. L'opération Cartwheel avait rempli son objectif. Rabaul, ainsi que sa garnison de plus de 100 000 hommes, était désormais complètement isolée. Elle ne jouerait plus aucun rôle dans la guerre. Ces 100 000 soldats passeraient le reste du conflit à attendre, mourant lentement de faim, leur vaste base rendue inutile par une stratégie privilégiant l'encerclement plutôt que l'anéantissement. Les ressources vitales, le pétrole des Indes orientales néerlandaises, le caoutchouc de Nouvelle-Guinée, furent efficacement coupés du Japon continental. Le premier grand étranglement avait été réalisé. Pour les planificateurs à Washington, c'était la preuve que le concept du « saut d'île en île » fonctionnait. Il n'était pas nécessaire de détruire chaque position ennemie. Il suffisait de la rendre sans importance. La question était désormais de savoir si ce principe pouvait être appliqué à grande échelle, sur des milliers de kilomètres d'océan, contre un ennemi qui devenait de plus en plus désespéré et dangereux à mesure qu'il reculait. Tandis que MacArthur se frayait un chemin à travers les jungles du Pacifique Sud-Ouest, un second front s'ouvrait à l'est. L'amiral Chester Nimitz et la flotte des États-Unis se préparaient à chasser les Japonais des îles Gilbert et Marshall. Ces atolls isolés, minuscules, plats et apparemment insignifiants, apportaient un soutien militaire vital aux routes d'approvisionnement du Japon dans le Pacifique central. Tant qu'il restait aux mains de l'ennemi, la route vers Tokyo à travers l'océan central demeurait fermée. L'opération portait le nom de code galvanique et sa première cible était une île appelée Tarawa. L'assaut débuta selon des tactiques devenues éprouvées, un bombardement naval et aérien massif de la 5e flotte. Les canons des cuirassés et des croiseurs américains pilonnèrent la minuscule île pendant des heures, déversant des milliers de tonnes d'explosifs sur une bande de terre à peine longue de 3000. Lorsque le bombardement cessa, il semblait impossible que quoi que ce soit ait pu survivre en dessous. Les défenseurs avaient sûrement été pulvérisés.
Puis la 2e division de Marines se dirigea vers les plages et tout ce qui pouvait mal tourner se produisit. L'inexpérience des États-Unis en matière de guerre amphibie allait se payer dans le sang. Les troupes débarquèrent à marée basse, une erreur de calcul qui allait s'avérer catastrophique. Leurs péniches de débarquement s'échouèrent sur des récifs coralliens à des centaines de mètres du rivage, et les Marines furent contraints d'enjamber les bords et d'avancer vers la plage dans une eau jusqu'à la poitrine. Ils étaient totalement exposés, progressant à pas lents dans une eau qui n'offrait absolument aucun abri. Les mitrailleuses japonaises ouvrirent le feu depuis des positions fortifiées le long de la ligne d'eau. Des centaines furent abattus avant même de poser le pied sur la terre ferme. Ceux qui parvinrent à atteindre le rivage trouvèrent l'essentiel de la garnison japonaise, forte de 4700 hommes, retranchés à l'intérieur des terres, installés dans des bunkers en béton et des fortifications en troncs de cocotiers qui avaient presque entièrement résisté au bombardement. Ils étaient en infériorité numérique face aux Américains envahisseurs, à raison de 7 contre 1. Cela n'avait aucune importance. Chacun d'entre eux était prêt à mourir pour son empereur, et cette détermination transforma un désavantage numérique en quelque chose proche de la parodie dans la brutalité des combats rapprochés. Les affrontements qui suivirent au cours des 4 jours suivants furent parmi les plus féroces et les plus sanglants de l'histoire du corps des marines. Les combats se déroulaient au corps à corps par endroits, un massacre désespéré où chaque bunker, chaque tranchée, chaque portion de plage devait être prise de force. Les lance-flammes rugissaient, les grenades explosaient dans des espaces confinés. Les hommes se battaient à la baïonnette, à coups de crosse, à main nue, quand tout le reste échouait. Lorsque l'île de Tarawa fut enfin sécurisée, 1700 Américains avaient perdu la vie. Sur l'ensemble de la garnison japonaise de près de 5000 hommes, seuls 17 se laissèrent capturer vivants. Les autres avaient combattu jusqu'à être tués ou s'étaient donné la mort. Les photographies et les images d'actualité filmées de Tarawa choquèrent le public américain comme rien auparavant dans la guerre. Des corps flottants dans les eaux peu profondes, bercés par la marée, des marines étendus sur la plage, dans les positions où ils étaient tombés, leur équipement éparpillé autour d'eux comme des débris de naufrage, des péniches de débarquement brisées, inclinées sur le récif. Pour la première fois, de nombreux Américains restés au pays commencèrent à comprendre ce que signifiait réellement la stratégie de saut d'île en île. Non pas une partie d'échecs menée à distance par des amiraux et des généraux, mais une succession de champs de tuerie rapprochés, où leurs fils, leurs frères et leurs maris payaient chaque mètre de progression de leur vie. Certains, au Congrès, se demandèrent si le coup était soutenable. Les chefs militaires répondirent qu'il n'y avait pas d'alternative. La route vers Tokyo passait par ces îles, et le prix ne pouvait être payé qu'en totalité, et Nimitz poursuivit son avance. Le 22 février, ses forces avaient pris tous les objectifs clés dans les îles Gilbert et Marshall. La route à travers le Pacifique central s'ouvrait, une île ensanglantée à la fois, et les regards américains étaient désormais tournés vers le nord, vers les îles Mariannes contrôlées par le Japon, la porte d'entrée de l'anneau défensif intérieur du Japon. L'amiral Chester Nimitz lança l'opération Forager à l'été 1944, et l'ampleur de l'opération reflétait à quel point la puissance américaine avait grandi depuis les jours désespérés du début de Guadalcanal. Le premier objectif était l'île de Saipan, dans les Mariannes, une île fortement fortifiée que les Japonais considéraient comme faisant partie de leur périmètre défensif intérieur. 165 000 obus pilonnèrent les défenses japonaises avant que les premiers marines ne posent le pied sur la plage. Le bombardement fut si intense que l'île elle-même semblait se disloquer. 2 jours plus tard, les débarquements amphibies commencèrent. 8000 marines des 2e et 4e divisions étaient à terre dès le petit matin, avançant vers l'intérieur face à une résistance déterminée. Les combats au sol suivirent un schéma devenu tristement familier. Casemates, grottes, résistance fanatique, des soldats des 2 côtés mourant pour chaque mètre de terrain disputé. Mais cette fois, les Japonais disposaient de quelque chose qu'ils n'avaient pas utilisé lors des batailles insulaires précédentes. Ils firent appel à leur marine, une immense flotte de porte-avions, comprenant 5 porte-avions de flotte et 4 porte-avions légers, s'avança en mer des Philippines avec un objectif clair et désespéré: couper les troupes américaines à Saipan de leurs navires de soutien, les isoler sur la plage et détruire l'invasion avant qu'elle ne puisse s'établir. C'était le pari naval le plus audacieux du Japon depuis Midway. Mais il y avait une faille critique dans le plan, une faille qui s'avérerait fatale. La plupart des aviateurs navals expérimentés du Japon, les hommes qui avaient lancé l'attaque sur Pearl Harbor et combattu en mer de Corail et à Midway, étaient morts.
Les pilotes qui grimpaient maintenant dans leur cockpit étaient des remplaçants, des novices, de jeunes hommes avec un minimum d'heures de vol, sur le point d'affronter les pilotes de chasse les plus redoutables et les avions les plus avancés du Pacifique. La première vague de seulement 60 et un chasseur zéro japonais décolla de leur porte-avions et se dirigea vers la flotte américaine. Nimitz fit décoller en urgence 220 chasseurs F-6F Hellcat pour les intercepter. Le Hellcat était la réponse américaine au Zéro, plus rapide, plus robuste, plus lourdement armé et piloté par des hommes aguerris par des mois de combat continus. Ce qui suivit ne fut pas une bataille, mais une exécution. En infériorité numérique et technique, les Zéros japonais furent impitoyablement abattus du ciel. Les pilotes avaient à peine le temps de repérer les Hellcat à leurs ailes que leurs avions étaient déchiquetés par le feu des mitrailleuses. Les Japonais lancèrent une autre vague de 120 appareils, puis une autre de 47, vague après vague. Ils arrivèrent, et vague après vague, ils furent détruits. À la tombée de la nuit, les pertes américaines s'élevaient à seulement 29 avions. Le Japon avait perdu près de 400 appareils en une seule journée. L'affrontement entrerait dans l'histoire sous un nom qui capturait sa brutalité à sens unique. En mer, la bataille fut tout aussi décisive. Des sous-marins américains, rôdant sous la surface, torpillèrent et coulèrent 2 porte-avions japonais en moins de 24 heures, la flotte impériale étant frappée depuis les airs et attaquée par en dessous. Totalement mis en déroute, le Japon perdit 3 porte-avions et près de 600 avions. Cet engagement dévastateur signifia que la marine impériale japonaise ne pouvait plus rivaliser dans la guerre aéronavale. Cette branche de l'armée japonaise, qui avait autrefois terrorisé le Pacifique, était brisée. La bataille de la mer des Philippines fut l'une des victoires américaines les plus déséquilibrées de toute la guerre. Mais de retour à Saipan, le conflit plongea dans des profondeurs d'horreur que personne n'avait anticipées. Ce ne furent pas les charges Banzai qui choquèrent les troupes américaines. À ce stade, elles s'y étaient préparées. C'était quelque chose de bien pire. C'étaient les civils. 8000 civils japonais vivaient à Saipan lorsque la bataille tourna contre la garnison. La propagande japonaise avait rempli ces gens de terreur. On leur avait dit que les Américains étaient des barbares, que la capture signifiait torture, viol et mutilation. Ils y croyaient totalement. Et ainsi, lorsque les forces américaines se rapprochèrent, les civils de Saipan commencèrent à mourir de leurs propres mains. À l'été 1944, les États-Unis gagnaient la guerre dans le Pacifique. L'Empire du Japon reculait sur 2 fronts, île par île, base après base. Mais le coût en vie humaine était stupéfiant. Les pertes américaines s'élevaient à environ 46 000 hommes. Les morts japonais dépassaient les 300 000. Sur les îles principales du Japon, la population civile commençait à ressentir la pression. Le Japon métropolitain était privé de ressources naturelles. La nourriture se faisait rare. Les infrastructures agricoles et de transport s'effondraient, et pourtant, malgré tout cela, la guerre ne semblait pas plus proche de sa fin. Dans les couloirs du haut commandement des États-Unis, un débat était en cours qui allait façonner la phase finale de la guerre du Pacifique. Le chef des opérations navales, l'amiral Ernest J. King, pensait que la guerre pouvait être rapidement terminée en déplaçant la flotte vers l'ouest, depuis les Mariannes jusqu'à l'île de Formose, l'actuelle Taïwan. S'emparer de Formose placerait les îles principales du Japon à portée facile des bombardiers lourds américains et permettrait de contourner la majeure partie des territoires encore détenus par le Japon. Les garnisons ennemies à travers le Pacifique seraient laissées isolées, invaincues, mais sans importance. Leurs lignes d'approvisionnement coupées et leurs soldats contraints d'attendre la fin d'une guerre qu'ils ne pouvaient plus influencer. Le général MacArthur voyait les choses autrement. Commandant suprême dans le Pacifique Sud-Ouest, il s'adressa directement au président Roosevelt et soutint que l'Amérique devait maintenir sa stratégie de saut d'île en île. Les Philippines, insistait-il, devaient être libérées. Les îles offriraient des bases plus vastes et plus efficaces que Formose, à partir desquelles lancer des campagnes de bombardement soutenues contre le Japon lui-même, et leur prise resserrerait l'étau sur les dernières lignes d'approvisionnement du Japon. Mais derrière les arguments stratégiques, quelque chose de profondément personnel animait MacArthur. Lorsqu'il avait été chassé des Philippines en décembre 1941, contraint de fuir alors que les forces japonaises submergeaient les îles, il avait fait une promesse au peuple philippin. Il les avait regardés dans les yeux et leur avait dit qu'il reviendrait. C'était une promesse devenue célèbre, et Douglas MacArthur n'était pas un homme qui prenait sa parole à la légère. Le 26 juillet 1944, le président Roosevelt se rangea du côté de MacArthur. La campagne des Philippines était lancée. Ce fut une décision qui allait s'avérer fatale pour des centaines de milliers de personnes des 2 côtés du conflit. MacArthur choisit l'île de Leyte, dans le sud des Philippines, comme premier objectif. Le général lança ses débarquements amphibies avec toute la puissance militaire américaine derrière lui, puis vint le moment qui était du pur Douglas MacArthur.
Caméra en marche, le général avança dans l'eau, jusqu'aux genoux, aux côtés de ses troupes. La mâchoire serrée, ses lunettes de soleil captant la lumière tropicale. Incarnation parfaite du héros conquérant revenu libérer un peuple captif. C'était un chef-d'œuvre de relations publiques. MacArthur était désormais de retour. L'armée américaine avait transformé l'assaut amphibie en quelque chose qui relevait presque de la science. Et en quelques heures, la 6e armée avait établi une tête de pont de 18 milles de long, à partir de laquelle lancer son avance à l'intérieur des terres. Mais le haut commandement japonais comprenait que les Philippines ne pouvaient pas être laissées tomber. Si elles tombaient, les dernières routes d'approvisionnement du Japon vers le pétrole et le caoutchouc d'Asie du Sud-Est seraient définitivement coupées. La guerre serait perdue. Ils misèrent tout sur une dernière opération navale, mobilisant tous leurs principaux navires de guerre restants. Les Japonais lancèrent l'opération Sho, qui signifie « victoire ». Le plan était audacieux, attirer la 3e flotte américaine loin de la tête de pont de Leyte, puis écraser les transports et les navires de ravitaillement laissés derrière, coupant les troupes de MacArthur de tout renfort. La flotte impériale fut divisée en 3. Un convoi avança par le détroit de San Bernardino au nord, un second passa par le détroit de Surigao au sud, et le 3e, comprenant les 4 derniers porte-avions de la marine impériale, approcha par le nord-est, servant d'appât. Le 23 octobre, le convoi du nord fut repéré. L'amiral Halsey, commandant de la 3e flotte, se mit en mouvement pour l'intercepter. Le lendemain matin, il lança des frappes aériennes contre les navires japonais. Ils furent touchés, puis firent demi-tour et semblèrent battre en retraite. C'était une ruse destinée à attirer Halsey vers le nord-est, loin de Leyte, et vers les porte-avions en embuscade. Et Halsey tomba complètement dans le piège. Il mordit à l'hameçon et s'éloigna à toute vitesse de la tête de pont vers le sud. L'amiral Kinkaid se dirigea pour engager le second convoi japonais dans le détroit de Surigao. Le plan japonais fonctionnait exactement comme prévu. Seule une poignée de petits navires américains des porte-avions d'escorte, des destroyers incapables de résister à une flotte de cuirassés, restaient pour protéger la force d'invasion à Leyte, et maintenant, à la faveur de l'obscurité, le convoi japonais, qui avait feint la retraite par San Bernardino, fit demi-tour. Il se dirigeait droit vers les transports sans défense. S'il les avait atteints, le massacre aurait été inimaginable. C'était le moment sur lequel le Japon avait misé pour détruire en un seul coup une force d'invasion américaine entière. Mais au dernier moment, de manière incroyable, les Japonais perdirent leur sang-froid. Leurs commandants, incapables de confirmer s'ils naviguaient vers un piège, hésitèrent puis firent demi-tour. L'occasion, l'unique chance qu'ils avaient de changer le cours de la guerre du Pacifique, leur glissa entre les doigts et disparut. Dans le détroit de Surigao, l'amiral Kinkaid et la 7e flotte déchaînèrent une puissance de feu dévastatrice contre le convoi sud japonais. 3 destroyers et 2 cuirassés furent coulés lors d'un engagement exemplaire au nord-est. La 3e flotte de Halsey intercepta les 4 porte-avions japonais qui avaient servi d'appât. Ayant perdu la plupart de leurs avions et de leurs pilotes dans les Mariannes, les porte-avions japonais étaient sans défense. Tous les 4 furent envoyés par le fond. La bataille du golfe de Leyte, le plus grand affrontement naval de l'histoire, fut une victoire américaine totale. La marine impériale japonaise, en tant que force de combat, avait pratiquement cessé d'exister. Mais le Japon n'en avait pas fini, pas encore. Il lui restait une dernière arme à déployer, une arme qui porterait sa culture du sacrifice à un niveau que le monde n'avait jamais vu. Le haut commandement impérial appela à des volontaires pour former un nouveau type de force d'attaque aérienne. Ils l'appelèrent kamikaze, vent divin, et ses pilotes devaient consentir au sacrifice ultime au nom de leur empereur. Ce n'était pas l'improvisation désespérée d'hommes à court d'options. C'était une doctrine militaire officielle, organisée, approuvée et célébrée comme la plus haute expression de l'honneur japonais. À l'automne 1944, les premiers pilotes kamikazes se rassemblèrent pour une cérémonie finale. Ils buvaient du saké. Ils écrivaient des lettres à leurs familles, des lettres souvent déchirantes de banalités, remplies d'excuses pour des dettes impayées et d'espoir pour l'avenir de leurs frères et sœurs plus jeunes. Ils nouaient des bandeaux blancs autour de leur front, les hachimaki, symboles traditionnels de courage et de détermination. Certains croyaient sincèrement en la cause, convaincus que leur sacrifice changerait le cours de la guerre. D'autres étaient de jeunes hommes, à qui l'on n'avait laissé aucun véritable choix, emportés par une culture militaire qui assimilait le refus à la lâcheté et au déshonneur. Quelles que fussent leurs pensées intimes, ils montaient à bord d'avions chargés de carburant et d'explosifs et décollaient pour des missions dont ils ne reviendraient jamais. Leur cible étaient les porte-avions et les navires de guerre américains soutenant les troupes à Leyte. Chaque pilote savait que son cockpit serait aussi son cercueil. Les chasseurs américains et les canonniers anti-aériens ripostaient avec tout ce qu'ils avaient. Certains kamikazes étaient abattus avant d'atteindre leur cible, traînant feu et fumée en s'abîmant en spirale dans la mer.
D'autres manquaient leur cible, s'écrasant sans effet dans les vagues, mais un impact direct était catastrophique. Le porte-avions d'escorte Stan le fut frappé et englouti par les flammes, causant la mort de 100 Américains. Le navire coula en quelques minutes. Aussi horribles que fussent ces attaques, les chiffres racontaient une autre histoire. Sur environ 2600 sorties kamikazes effectuées au cours de la guerre, seulement 19% atteignirent leur cible, coulant moins de 40 navires américains. Le vent divin était redoutable, sur le plan psychologique et dévastateur, à des moments précis. Mais il ne pouvait pas inverser l'équation fondamentale de la guerre du Pacifique, et sur Terre, la guerre suivait son agonie désormais familière. Pendant 2 mois entiers, la guerre d'usure se poursuivit selon le même schéma, avec ses combats acharnés et implacables qui avaient caractérisé chaque engagement depuis Guadalcanal. Combats dans la jungle, raids nocturnes, embuscades, maladies. Et à chaque tournant, des soldats japonais qui choisissaient la mort plutôt que la reddition. Une fois encore, leur détermination, aussi extraordinaire fut-elle, ne fit pas le poids face à la supériorité numérique américaine de 4 contre 1. Le soir du Nouvel An 1944, les forces du général MacArthur s'emparèrent enfin de Leyte. Derrière elles, presque toute la force japonaise de 50 000 hommes gisait morte. La route vers Manille était ouverte. Au début de la nouvelle année, plus de 100 000 soldats de la 6e armée débarquèrent sur la côte sud de Luçon, l'île principale des Philippines. Les débarquements rencontrèrent peu de résistance. La garnison japonaise était mal équipée, coupée de tout soutien aérien et naval, et ne recevait plus de renforts des îles principales du Japon. Dépassés, ils se replièrent dans des bastions montagneux à l'intérieur accidenté de l'île, cédant les plaines côtières aux Américains en progression. MacArthur fonça droit sur Manille, et après seulement 2 semaines de combat, ses éléments de tête se trouvaient à moins de 60 km de la capitale. Ils reprirent Clark Field, la principale base aérienne américaine tombée aux mains du Japon en 1941. Puis la 1e division de cavalerie s'empara du pont sur la rivière Tullahan le 3 février. Les forces américaines entrèrent dans la ville de Manille. La promesse de MacArthur était sur le point d'être tenue, mais le prix à payer serait bien plus élevé que quiconque ne l'avait imaginé. Le général Yamashita, commandant japonais en chef aux Philippines, comprenait que Manille était une ville d'une beauté et d'une histoire irremplaçable. Ses églises et ses bâtiments gouvernementaux, dont beaucoup remontaient à des siècles, représentaient un patrimoine culturel que la guerre ne devait pas détruire. Yamashita donna l'ordre d'un retrait complet, d'abandonner la capitale et de l'épargner des combats. Ce fut un rare moment de retenue dans un conflit qui en avait connu bien peu. Mais les ordres de Yamashita furent défiés. Un commandant de garnison nommé Sanji Iwabuchi, un officier de marine relevant d'une autre chaîne de commandement, refusa de partir. Avec 20 000 hommes, Iwabuchi jura de respecter le code d'honneur impérial japonais et de défendre Manille jusqu'au dernier souffle. Il n'y aurait ni retrait ni reddition. La ville deviendrait une forteresse et ses rues un champ de mort. Ce qui suivit fut le premier et le plus féroce exemple de guerre urbaine de tout le théâtre du Pacifique. Les soldats américains se frayèrent un chemin à travers Manille, pâté de maison par pâté de maison, bâtiment par bâtiment, pièce par pièce. Ils affrontèrent des tireurs embusqués aux fenêtres des étages supérieurs, qui tiraient un seul coup puis disparaissaient. Des nids de mitrailleuses installés derrière des barricades de décombres transformaient chaque carrefour en piège mortel. Des pièces d'artillerie dissimulées, placées dans des cours et derrière les murs des églises, ouvraient le feu à bout, portant sur les troupes en progression. Cela n'avait rien à voir avec les assauts en terrain découvert des campagnes insulaires. Ici, l'ennemi était invisible jusqu'au moment où il vous tuait. La destruction était totale. Manille historique, une ville qui avait traversé les siècles, survécu aux tremblements de terre, aux typhons et aux conquêtes coloniales, fut réduite en ruines. Des églises construites par les Espagnols 400 ans plus tôt furent pulvérisées. Des bâtiments gouvernementaux s'effondrèrent en tas de pierres et d'acier tordu. Des maisons qui avaient abrité des générations de familles furent incendiées. Après un mois de combats incessants, les forces américaines repoussèrent Iwabuchi et ses troupes survivantes vers le centre historique de la ville, connu sous le nom d'Intramuros, l'ancienne cité fortifiée, le cœur du Manille colonial. Là, derrière des murs bâtis pour résister au siège, les Japonais feraient leur ultime résistance. L'artillerie américaine, 140 canons, ouvrit le feu sur les anciennes fortifications. Lorsque le bombardement cessa, l'infanterie donna l'assaut sur ce qu'il restait. La bataille à l'intérieur d'Intramuros fut 3 jours de combat de pièce en pièce, au corps à corps, dans les ruines d'une ville déjà détruite. La bataille de Manille était terminée en mars. Les pertes américaines s'élevaient à 1000 morts, celles du Japon à 17 000. Mais ces chiffres, aussi terribles soient-ils, ne représentaient qu'une fraction de la réalité. Plus de 100 000 civils philippins furent tués pendant la bataille, ce qui en fait le bilan civil le plus élevé de tout engagement dans l'ensemble du théâtre du Pacifique. Beaucoup de ces personnes ne furent pas victimes de tirs croisés ni de dommages collatéraux.
Elles furent délibérément assassinées par des soldats japonais durant les dernières semaines désespérées du siège. Alors que la garnison d'Iwabushi s'effondrait et que la défaite devenait inévitable, les troupes japonaises tournèrent leur fureur contre la population civile sans défense. Des familles entières furent rassemblées dans des bâtiments qui furent ensuite incendiés. Les enfants ne furent pas épargnés. Ce fut un acte de folie et de cruauté collective qui défiait tout code militaire, toute justification, toute explication que l'histoire ait pu fournir. MacArthur avait tenu sa promesse. Il était revenu, mais le coup pour le peuple qu'il était venu libérer fut dévastateur au-delà de toute mesure. La campagne des Philippines se poursuivit encore 5 mois. Tandis que les forces américaines éliminaient méthodiquement des poches de résistance japonaises disséminées à travers les 7000 îles de l'archipel. Dans des bastions montagneux et des retranchements dans la jungle, les soldats japonais résistèrent avec la même ténacité fanatique qu'ils avaient montrée ailleurs, mourant à leur poste plutôt que de se rendre. Lorsque la campagne prit finalement fin, le bilan fut immense. Environ 14 000 Américains tués, près de 50 000 blessés. Le Japon avait perdu près de 350 000 soldats. Presque toute sa force aux Philippines avait été anéantie. Sa marine avait été détruite au-delà de toute possibilité de reconstitution. Ses dernières lignes d'approvisionnement vers les champs pétrolifères de Bornéo et les plantations de caoutchouc de Malaisie avaient été définitivement coupées. La grande roue de l'Empire japonais du Pacifique, qui tournait autrefois grâce aux ressources de l'Asie du Sud-Est, s'était brisée. L'Empire s'effondrait sur lui-même. Et pourtant, de manière presque inconcevable, la guerre n'était pas terminée. Le commandement militaire japonais, même face à des pertes catastrophiques, refusait d'envisager la reddition. Il croyait pouvoir encore l'emporter, non pas en gagnant des batailles ce qu'il savait désormais impossible, mais en rendant le coup de chaque avancée américaine si horrible, si insupportable que les États-Unis finiraient par choisir une paix négociée selon les termes japonais, plutôt que de continuer à subir ces pertes. Si chaque île était un Tarawa, si chaque ville était une Manille, si chaque plage était un cimetière, alors, assurément, le peuple américain exigerait que ses dirigeants ramènent les garçons à la maison. La guerre ne se terminerait pas par la défaite du Japon, mais par l'épuisement de l'Amérique. Le Japon combattrait quel qu'en soit le prix pour son propre peuple, quelles que soient les destructions infligées à ses propres villes, et attendrait simplement que l'ennemi cède. Les commandants américains comprenaient parfaitement la stratégie japonaise. Ils avaient vu les charges Banzai et les attaques kamikazes, et regardaient désormais la carte en voyant ce qui restait à venir. Iwo Jima, à peine 8000 carrés de roches volcaniques, défendu par 21 000 soldats japonais qui avaient passé des mois à creuser dans la pierre même de l'île, créant une forteresse souterraine de bunkers et de passages qu'aucun bombardement ne pouvait détruire. Au-delà, Okinawa, une île de grande taille, avec plus de 100 000 défenseurs et une population civile de plusieurs centaines de milliers. Et au-delà, même cela demeurait l'objectif ultime, l'invasion des îles principales du Japon elles-mêmes. Les planificateurs militaires estimaient qu'un assaut direct contre le Japon pourrait coûter un demi-million de vies américaines. Certaines estimations allaient encore plus loin. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est ceci. Les hommes qui ont combattu à travers le Pacifique, des jungles de Guadalcanal aux ruines de Manille, des coraux ensanglantés de Tarawa aux falaises de Saipan, ont enduré quelque chose qui défie toute description simple. Ils ont traversé le plus grand océan de la planète, une île à la fois, face à un ennemi qui refusait de céder, dans des conditions qui mettaient à l'épreuve les limites absolues de ce que le corps et l'esprit humain peuvent supporter. Ils ont avancé dans les vagues, sous le feu des mitrailleuses. Ils ont rampé dans des jungles où l'ennemi était invisible et où la maladie était omniprésente. Ils ont pris d'assaut des positions fortifiées conçues pour les tuer. Ils ont vu leurs amis déchiquetés par des tirs de mortier et ont continué d'avancer. Beaucoup d'entre eux avaient à peine l'âge de voter. Beaucoup n'avaient jamais quitté leur état d'origine avant la guerre. On leur a mis un fusil entre les mains et on les a envoyés à l'autre bout du monde. Beaucoup ne sont jamais rentrés. Et ce ne sont pas seulement les Américains qui ont souffert de l'autre côté. Les soldats japonais sont morts en nombre inimaginable. De jeunes hommes trop loin de chez eux, combattant sous un code d'honneur qui ne leur laissait d'autre option que la mort. Des îles entières réduites en cendres, des paysages lunaires criblés de cratères, des villes brûlées jusqu'au sol. La guerre du Pacifique n'était pas un exercice stratégique joué sur une carte dans une salle de guerre lointaine. C'était une guerre d'usure, menée par des êtres humains, dans la chaleur, la boue, le sang et la terreur, pour des parcelles de terre dont la plupart du monde n'avait jamais entendu parler et qu'il aurait du mal à trouver sur un globe. Ils méritent d'être rappelés, non comme des statistiques dans un manuel, non comme des silhouettes floues sur des images en noir et blanc, mais comme des personnes, de jeunes hommes qui avaient peur et ont combattu malgré tout, qui ont vu leurs amis les plus proches mourir sous leurs yeux et ont pourtant continué, qui ont traversé le plus grand océan de la planète pour se battre pour un monde qu'ils espéraient digne de leur sacrifice.